Kiff Edition, c'est une bande de 4 potes qui ont créé leur boîte en 2019 pour éditer le jeu d'ambiance de l'un d'entre eux, Nicolas Normandon, déjà auteur depuis les années 2000. Avec Gwen, Erika et Pierrot, ils vont donc sortir TV Show, puis Fou, deux jeux bien crétins, puis décider de faire un gros break durant l'année du Covid. Après 2021, pendant laquelle ils se rendent compte que 4 jeux sur l'année, c'est beaucoup trop, ils vont se confronter à Trax, un projet méga ambitieux qui demandera de bosser avec un ingénieur du son issu du cinéma, des comédiens et un budget de plus de 100 000 euros. Le jeu a fonctionné correctement, mais c'est compliqué. Il manque à Kiff son jeu phare, qui se vendrait sur le long terme, et idéalement serait récompensé par un prix prestigieux. Ça serait cool, non? Allez, c'est pour bientôt, on y croit. Mais en attendant, on arrive en 2024, et avant de parler du jeu que tout le monde attend, Behind, qui a été important dans votre histoire, c'est une rétrospective, on parle de tous les jeux. Il y a Stop Me or Let Me Go, un jeu japonais minimaliste, dont les règles s'apprennent vraiment en 2 secondes, avec des parties de 10 minutes, et on a Maud Chalmel aux illustrations. Ce jeu n'a pas fonctionné, mais Pierrot, tu continues de l'apprécier et de le défendre. Tu apprends, comme on dit depuis le début, mais c'est pareil en métier d'illustrateur, tu apprends et tu apprends souvent d'autant plus de tes erreurs que des trucs que tu réussis en fait. Quand tu fais des erreurs, ça va te donner des informations, ça va te vraiment t'apprendre dans le dur, comme des fois, ce que tu as fait bien ou pas bien, et voilà. Et en fait, Stop Me or Let Me Go, c'est un tout bon petit format de jeu. C'est un jeu à 10 balles, en tout petit format, à la Pixies, Sea Salt and Pepper, etc. C'est un très très beau jeu, les illustrations de Maud Chalmel sont incroyables. Et le jeu, il marche bien. C'est un petit jeu, les retours qu'on avait sur les festivals quand on le faisait tester à l'état de proto, ça marche très très bien. Le seul problème, c'est qu'il a un défaut, mais qui du coup a mis fin d'entrée de jeu, c'est ne sort jamais un jeu qui est pas pitchable. Ce jeu n'est pas pitchable. C'est-à-dire, tu ne peux pas en 30 secondes, donner envie à quelqu'un de jouer à ton jeu quand tu le pitches. Et pourtant, on l'a fait. On a fait beaucoup de festivals, on a fait beaucoup de tests auprès de gens, etc. On savait que le jeu était très dur à pitcher. Et une fois que tu amenais les joueurs et les joueuses à jouer à ce jeu, ils prenaient un malin plaisir à faire leur petit jeu rapide, etc. Et ça collait bien. Les illustrations étaient appréciées, le rythme du jeu était apprécié. Mais, faut pas oublier que c'est un jeu qui se vend en boutique. Et que si t'as pas 30 secondes pour pitcher ton jeu, et que surtout il est impitchable, bah tu le vends pas en fait. Et du coup, va se créer un élément qui est fort, c'est que les boutiques vont pas le prendre parce qu'elles ne peuvent pas vendre ce jeu rapidement. On s'est un peu dit, je pense, peut-être naïvement ou bêtement, que le format et le prix étaient nickel. Pour ce genre de jeu qui plaît beaucoup en règle générale, le petit jeu de défausse de cartes, de machin, avec un rythme vraiment petit jeu typiquement japonais, minimaliste, etc. On s'est dit que il va se vendre parce que le format est bon et parce que le prix est bon et parce que le jeu est bon. Mais en fait non, les gens ils ont quand même besoin d'un conseil boutique. On a des DA un peu marqués. Stop Me or Let Me Go, on fait partie, qui va pas forcément prendre place dans le GSS, mais de toute façon, tu vas pas en GSS, enfin en Fnac et Cultura, si tu n'as pas fait une belle vie en boutique, et en l'occurrence, on n'a pas pu faire de belle vie en boutique. Il n'y a aucun reproche à personne, c'est juste que notre jeu est impitchable, le jeu a des qualités, j'aime beaucoup l'idée que les jeux ne sont pas faits pour tout le monde, bon petit jeu, mais qui est invendable en fait, mais vraiment invendable, ça n'arrivera plus. Et c'est souvent le cas avec des jeux japonais, je veux pas faire de généralité, mais je pense par exemple à Atari, qui était sorti à l'époque chez Monster Game, ça remonte un peu, mais qui est un jeu que j'ai encore dans ma collection, que j'apprécie faire jouer mes potes, mais tu ne peux pas pitcher ce jeu, c'est une espèce de jeu de déduction, mais où tu dois bluffer et faire en sorte que les gens te croient pour leur refiler des points, etc. C'est impossible à pitcher, et tu ne comprends le jeu qu'une fois que tu y joues. Une des qualités de certains auteurs et autrices japonais, c'est d'arriver, pour le dire en termes marketing, à think out of the box et à venir avec des concepts qui sont pas familiers. On va pas pouvoir dire, comme les toits de Paris, c'est du stop ou encore, avec un petit peu d'interaction directe à certains moments. Là, ok, on comprend, on parle un langage commun. Quand on sort de ce lexique-là, de ces termes fréquents-là, tu peux vite perdre les gens parce que, on l'a déjà dit un petit peu, la masse de sorties est telle que si t'arrives pas à résumer, à condenser ce que le jeu vient apporter, surtout si c'est un petit format, etc., il risque de passer à la trappe, effectivement. Il faut que tu puisses atteindre cette espèce d'alignement de planète de on a un bon produit qui
arrive à toucher les gens en fait. Et pour qu'il arrive à toucher les gens, soit c'est par la boutique, soit c'est par une DA de fou. Et en règle générale, on va pas se mentir, c'est un alignement de tout ça en fait. Sur ce genre de jeu, si tu t'appelles Wank Game, les éditeurs japonais qui ont vraiment ce format, parce que c'est ce format-là, et du coup les gens savent ce qu'ils vont chercher, tu touches pas un énorme public, mais tu sais ce que tu viens chercher et tu sais qu'il va y avoir sûrement ce petit twist que Stop Me Let Me Go, juste ça a peut-être pas l'ADN de Kiff et les gens viennent pas chercher ça et du coup les boutiques sont pas allées le chercher, et ce qui s'entend parfaitement en fait, c'est vraiment ça. Le jeu est joli et c'était une super expérience avec Maud. C'était la première fois qu'on bossait avec elle, on s'est régalé. Nous c'est un petit jeu qu'on adorait, mais on s'est aperçu un peu trop tard qu'effectivement ce coup du pitch que tu pouvais pas pitcher, c'était un enfer. Qui a dit c'est une erreur de bleu. Oui. Toujours en 2024, on a Behind, un jeu qui va changer le destin de Kiff Edition, on peut le dire, un jeu qui va avoir l'As d'or initié, et puis qui, après, va continuer en plusieurs déclinaisons, Behind Purple, Behind Gold, mais on va revenir à la base, et c'est intéressant de voir comment, mine de rien, par rapport à Stop Me or Let Me Go, ici on a un jeu très fort en pitch, ou en tout cas où on a une immédiateté dans un potentiel effet waouh pour le concept, et vous allez d'ailleurs en jouer dans les festivals, etc., en créant des démos et en poussant une expérience dont on peut voir le potentiel en 30 secondes en fait. Behind, qui s'appelle à l'époque Puzzle Rêve, est un prototype qui concourt pour le concours du club, le concours de Boulogne-Billancourt, qui est un concours qui existe depuis plus de 20 ans, et c'est un concours dont on a vu sortir des jeux comme Takenoko de Antoine Bozai, Ispahan aussi sorti, ou même encore Himalaya de Régis Bonnecé. C'est des jeux qui sortent du concours de Boulogne-Billancourt. Ce concours met 10 finalistes. Les 10 derniers protos, ils en reçoivent, je pense, 200, je dirais à peu près, mais peut-être que je dis une bêtise, mais voilà, c'est un truc qui est très demandé, très prestigieux. Il y a une particularité, c'est que les protos sont anonymes. Donc, quand tu reçois un proto, tu ne sais pas qui a fait ce proto. Et, les membres du jury reçoivent des règles. Puis après, une fois qu'ils ont les règles, ils vont demander une certaine sélection de protos qu'ils vont recevoir, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on va arriver à ces 10 finalistes. Il y a des mécènes. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais pour le concours, c'est-à-dire des éditeurs qui vont donner de l'argent pour financer le concours, dans le sens financer le club, etc. Parce qu'à la base, le club, c'est une ludothèque, mais c'est aussi le musée du jeu, etc. Donc ils reçoivent de l'argent pour préserver le patrimoine du jeu de société. Et Kiff en fait partie. Alors, Kiff en fait partie à sa hauteur, hein, chacun donne ce qu'il veut, etc. Et ça te permet en fait de voir les 10 finalistes avant tout le monde, c'est-à-dire avant que les auteurs récupèrent leurs protos et puissent les diffuser aux autres éditeurs. Donc on est un certain nombre d'éditeurs à avoir accès à ces finalistes. Nico et Gwen, qui sont la team parisienne de Kiff, vont tous les ans au concours pour voir ce fameux week-end de découverte des 10 finalistes. Et Nico nous fait toujours le soir même un mail bien explicatif de tout ce qu'il a vu, en essayant de rester neutre, en disant voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bon, ça, alors souvent il dit ça, c'est pas tellement pour nous, c'est pas notre ADN, c'est un jeu très abstrait ou des trucs comme ça. Et là, il nous dit Puzzle Rêve, je vous le pitch, mais c'est impitchable dans le sens où voilà, c'est en fait, vous avez un tableau, c'est des tuiles, c'est un recto, vous les assemblez, quand vous les avez finis, vous les retournez, ça fait une image. On veut ce jeu. Et là, il nous fait un message, il nous dit vous rencontrez Cédric Millet à Vichy, allez-y, rendez-vous agréable. Donc c'est un effort pour nous terrible, parce qu'on n'est pas de nature très agréable. Donc on voit débarquer Cédric Millet avec son proto, qui devait nous amener, parce que alors, pour le coup c'est un proto, vraiment tu demandes pas un print and play, hein, parce que tu te gâches l'expérience, donc il faut vraiment le proto. Et Cédric donc se pointe à Vichy, Kika est vraiment à droite à gauche avec les boutiques et tout, donc c'est plutôt moi qui rencontre Cédric. Et déjà c'est une rencontre qui restera gravée, parce que ça a été une super rencontre, pendant laquelle on savait déjà qu'il commençait à recevoir des propositions de beaucoup d'éditeurs autres que nous, et des éditeurs beaucoup plus gros que nous, donc avec des chiffres plus forts que les nôtres. Et donc j'ai été assez franc et sincère. Nico, on avait déjà pas mal parlé avec lui, et Cédric, c'est devenu un ami depuis, hein. On s'est vraiment rapprochés, c'est un gars absolument incroyable. Cédric aime son jeu à la folie. Nous, du coup, avec Kika, comme on a récupéré le proto le soir même, en rentrant du festival de Vichy, on l'a joué. On a fait 2 des 5 tableaux à l'époque, ou 3 des 5 tableaux que ça proposait. Et le lendemain matin, je lui ai envoyé un message à 2h du matin pour lui dire, là, on est debout sur le canapé en train de se rendre fou à gueuler Eureka dans le bed and breakfast. On se voit demain. Et le lendemain, je lui ai dit, mais on veut ça vraiment, vraiment. Et l'idée, dans cette rencontre, ça a été surtout de dire,
On est capable de faire ce jeu, on est capable de l'amener, et nous, voilà ce qu'on va te proposer. Et on a fait, je nous ai présenté aussi objectivement que possible. C'est-à-dire avec nos qualités, parce qu'on en a, parce qu'on est capable d'éditer des jeux, de le faire bien, parce qu'on a Nico. Et avoir un Nico pour attirer du monde, c'est très très pratique parce que il va te faire une application pour tester les stats de tes jeux. Il va te simplifier, il va te faciliter la vie pour plein de trucs. Il est bon en dev, il a une vraie vision du jeu de société, il a une vraie connaissance du jeu de société, il en a plus de 3000 chez lui. C'est vraiment quelqu'un qui a une culture ludique qui est forte. Moi, c'est vrai que ce que j'aime bien aussi, c'est quand je propose une direction artistique, je vais impliquer l'auteur s'il le souhaite. C'est-à-dire si l'auteur est intéressé par ce genre de trucs, etc., tout en lui expliquant qu'à la fin, c'est nous qui avons le dernier mot, mais en lui disant, voilà, si c'est le genre de truc qui t'intéresse, et d'autant que Behind est vraiment lié très intrinsèquement avec ses illustrations, je lui ai dit, on va te mêler au truc, en sachant que j'aurai le dernier mot, mais quand même, tu vois. Et du coup, en parlant avec lui, en lui disant aussi que on avait des trucs qu'on faisait pas forcément encore très très bien, parce qu'on était une petite boîte, qu'on n'était pas encore très très installé à l'export, etc., mais que c'était des choses qui étaient en train de bouger. L'idée, c'était de pas lui mentir, parce que quand tu pars sur une aventure comme ça, à la fin, il faut que tout le monde soit d'accord. Il a eu la réponse que j'attendais, c'est-à-dire je vais étudier les autres propositions, je vais réfléchir. Il y a un matin ou un samedi où il m'envoie un message, il me dit j'ai ramené à 2 possibilités le choix de mes éditeurs, donc nous et un très gros en face de nous, et avec pas des propositions chiffrées pareilles. Et je lui ai dit, et du coup je lui ai dit, est-ce qu'on peut faire un call? Il me dit oui si tu veux. J'ai fait mais le problème Cédric, c'est que tu vas bosser avec nous. Il me dit comment ça, j'ai pas encore pris ma décision. Je fais mais tu peux pas hésiter entre nous et eux. C'est absurde, personne ne le comprend. Même moi, j'hésiterais pas en fait. Donc je lui dis, si tu es en train d'hésiter, c'est qu'en fait, tu veux le faire avec nous. Je pense, en fait, en vrai, je me l'explique que comme ça parce que c'est tout le monde dans ton entourage va te dire que t'es con. Hein. Et il me dit, oui, il y a beaucoup de gens qui me disent que je suis con. Et le lendemain, c'était un dimanche matin, il me dit, on peut se faire un call. Je lui dis, par contre, si c'est pour me ruiner la matinée, je préfère pas qu'on fasse un call, on attend lundi. Puis il m'a dit, non, vas-y, on s'appelle. Et il a dit, je pars avec vous, ça doit être un peu stupide, mais je pars avec vous et ça va être chouette. Et effectivement, de ce début de rencontre, du proto au concours de Boulogne, à cette première rencontre humaine et à l'enchaînement qui s'est passé derrière, jusqu'à l'As d'Or et juste même après l'As d'Or, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, une vraie. C'est très galvaudé, c'est cheesy, tu sais, de dire c'est une rencontre humaine. Mais en vrai, c'est que ça, en fait. C'est que des humains qui ont bossé ensemble et qui se sont régalés. On a tous kiffé quand on a réalisé à quel point ça allait être galère. Moi, je suis pas très jeu d'enquête, comme ça, puzzle, etc. Mais dans l'équipe, on a Samuel, qui t'a fait dédicacer une boîte, d'ailleurs, au Salon des Scènes, qui adore Behind, qui a mis Behind Purple là, dans son top de l'année sur la chaîne, etc. C'est un jeu qui peut provoquer cet affect très fort chez les personnes qui le découvrent, parce que y a cet effet waouh que vous avez eu, comme tu l'as décrit déjà sur le proto, et on imagine bien que en poussant le jeu plus loin, on ne peut que, si on se foire pas, amplifier cet effet waouh. Boris vous le disait, Behind c'est vraiment un jeu que j'adore. Pourtant au départ, on se demande un peu c'est quoi ce jeu entre puzzle, jeu d'énigmes, on comprend pas exactement, mais bon, j'ai quand même sauté le pas et j'ai pris la première boîte. Et force est de constater que ça a été un coup de cœur immédiat. Au départ, je me suis dit, un puzzle avec des pièces carrées, c'est un peu bizarre, et puis le jeu d'enquête, je voyais pas exactement où il se situait. Et au final, on commence à assembler les pièces, au départ c'est surtout graphique, on voit ce qui va bien ensemble. Et puis on commence à comprendre le côté enquête, et à vraiment matcher et créer tout son tableau. Je fais le premier scénario, je pense que j'enchaîne directement avec le deuxième qui est un des meilleurs, celui format BD illustré par Martin Wittberg. Je fais le troisième assez rapidement à la suite, et là j'ai qu'une attente, c'est la deuxième boîte. J'en parlais dans mes attentes de scène, Behind Purple, je l'attendais de pied ferme. Mais j'étais pas le seul à l'attendre de pied ferme. Il arrive après l'As d'Or, et donc du coup, il était plutôt largement attendu, et du coup en rupture de stock. Je pense qu'il y a eu un problème aussi de livraison, ils n'ont pas tout reçu. Et donc tous les jours, j'allais faire mon petit tour au stand pour essayer de récupérer ma copie, jusqu'au jour où Boris m'envoie un message, vite ils sont en dédicace, viens chercher ton exemplaire. Dédicace, c'est chose faite, j'ai une belle dédicace à l'intérieur, et du coup j'ai ramené la boîte à la maison. Et pour le coup, je l'ai pas fait en solo, contrairement à la première boîte, je l'ai fait avec ma compagne, et on a vraiment passé un excellent moment, particulièrement le premier scénario qui vient vraiment twister le jeu. J'avais peur au début que ce soit un format trop linéaire et que ça allait se ressembler de boîte en boîte, mais au final, je trouve qu'ils arrivent vraiment à modifier la mécanique et à amener des choses intéressantes. Et l'As d'Or est amplement mérité. Bien, je vous le disais, c'est vraiment un coup de cœur, et je pense vraiment qu'il a le potentiel d'une gamme comme Unlock ou Exit, et c'est tout ce que je leur souhaite. Mais je sais que la production, elle a été infernal, parce que avec ces tuiles recto verso, évidemment s'il y a un décalage d'1 millimètre, ça peut complètement ruiner l'alignement des dessins et complètement faire flopper ce moment où tu retournes, qui est censé te bluffer. Et je crois que là encore une fois vous avez fait appel au talent de Nico en développement d'application
pour carrément aider Cédric à ce qui est le moins d'erreurs possible. Nico est intervenu assez rapidement, il a créé une application qui est très pratique, c'est-à-dire qu'à un moment, Cédric, pour créer ses protos, pour le faire tester, en fait, il imprime donc son recto qui va découper et il colle au verso le tableau, en sachant que la tuile qui est en haut à gauche sur le recto est en haut à droite sur le verso, donc il faut tout décaler par colonne. Et ensuite, il colle les deux trucs et il découpe. Et il faut découper au millimètre près parce qu'évidemment, si tu fais apparaître un truc de la tuile de droite alors qu'il n'est pas censé avoir de lien, bah, tu casses ton tableau. Donc en fait, Nico, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé une app où en fait, Cédric mettait son JPEG de recto, mettait son JPEG de verso, et on avait une application 3D pour tester le tableau et pour nous déjà voir si le principe marchait. Pour Cédric, ça a été un accélérateur de fou parce que du coup, instantanément, avant de se faire chier à imprimer son proto, le découper, etc., ben, il avait d'entrée de jeu un système qui lui permettait de dire si son tableau fonctionnait ou pas et si ça valait le coup qu'il l'amène à découper. En plus, Nico a évidemment rajouté énormément de petits trucs à son appli, donc maintenant tu as un bouton print, donc ça découpe, ça fait ton PDF avec les traits de découpe, avec le bon inversement des trucs, etc. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que on a présenté notre jeu à Alexis, donc qui est Alexis Van Merby, qui est notre graphiste et préparateur de fichiers. Et on lui présente, on lui pitch le jeu, il fait « c'est trop bien !» Et on lui montre les fichiers, il fait « c'est trop pas possible à faire !» On lui dit « mais comment ça ?» Et il nous dit le problème, c'est qu'en fait, techniquement, on te demande d'avoir 3 mm de débord intérieur et extérieur à tes tuiles pour avoir une sécurité de découpe. Et là, si vous avez, si ce n'est que 1 mm ou 2 mm de découpe, on a un vrai problème. Et là, tout à coup, on s'est aperçu de ce qu'il allait falloir faire pour que nos tableaux soient imprimables et en cas d'erreur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Alexis prépare des fichiers qui font que si on a un décalage de aller jusqu'à 2 mm, le recto sera toujours faisable et sans problème. L'image derrière peut être vraiment problématique, mais en revanche, le recto est tout à fait jouable. L'image du verso va avoir peut-être quelques défauts, des petits glitches graphiques, etc. Mais en vrai, ça reste jouable. Et surtout, le fabricant, on s'est mis d'accord avec le fabricant, on lui a dit 3 mm, c'est pas possible. 2 mm, c'est possible. Bon, 2 mm, c'est possible. Alors, Cédric Millet est choqué parce qu'il bosse dans l'industrie de l'automobile. Et lui, il travaille avec des machines qui sont précises au micron près, ce qui n'est pas le cas dans l'édition de la société. Mais du coup, voilà, on a dû faire face à des trucs et lui-même a dû s'adapter pour maintenant, ces tableaux, il sait les contraintes qu'on a techniques et du coup, il adapte les tableaux en fonction. En fait, comme toujours, quand tu as une innovation dans le jeu de société, qu'elle soit mécanique ou un peu plus sur le concept, etc. Ici, on est à la frontière des deux, entre la manipulation du matériel et puis aussi comment elle raconte une histoire, tu dois adapter tes process, quoi. Parce que, comme on l'a dit, quand on est dans une routine, ça va, on sait faire, on sait pitcher, etc. Et puis, dès qu'on vient bousculer un petit peu ces fondamentaux, ça fait naître toute une série de nouvelles contraintes, forcément, mais c'est ça aussi qui fait la force de la proposition. Toutes celles et ceux qui ont joué à Puzzle Rêve, alors là je parle vraiment du nom du proto, ont eu envie de le faire. C'était ouf, c'est un jeu, quand tu l'as entre tes mains, c'est une évidence. Mais vraiment, c'est une évidence. Et il y a quelques jeux qui font comme ça, moi je pourrais te citer Seven Wonders. Seven Wonders, tous ceux qui ont essayé le proto voulaient faire Seven Wonders, c'était une évidence. Tu savais, alors là je te parle pas en termes de vente, je te parle juste, ça fait un peu grandiloquent de dire ça, mais c'est un peu un jeu qui fait date parce que c'est un jeu qui a une vraie originalité en fait. C'est ce qu'on appelle un puzzle game en anglais, c'est-à-dire un puzzle game, c'est des jeux pas d'enquête, mais c'est un jeu de casse-tête en fait. Mais c'est pas vraiment un casse-tête parce que c'est pas que mathématique ou quoi que ce soit. Cédric est arrivé avec des propositions. La logique du tableau pouvait être tant littéraire que visuelle, que mathématique, et c'est ça qu'on a trouvé fou. C'est que la proposition qu'il a derrière et le nombre de tableaux qu'on peut en faire derrière est absolument incroyable. Sur évidemment l'As d'or, qui va commencer d'abord par la sélection et puis toute l'attente qui n'est pas si longue en vrai, mais qui a dû être très longue pour vous. Très longue, très longue. Jusqu'à la délivrance de la récompense, donc de cet As d'or initié, puisque évidemment, Behind, on l'a dit, est un concept assez particulier. Ça ne rentre pas, selon les critères du jury, dans le tout public. Mais ça reste un As d'or qui a évidemment énormément de valeur. La surprise, elle y est, mais elle y est pas. C'est-à-dire qu'en fait, on savait qu'on avait un jeu qui avait ce potentiel As d'or, entre guillemets, qui avait ce potentiel de prix, ce potentiel de mise en lumière, tu vois, de ce genre de prix. Depuis 3 à 4 ans, en fait, depuis plus longtemps, mais rien que pour parler de l'As d'or, dans les 12 jeux sélectionnés, tu pourrais en mettre 28 que ça choquerait personne, en fait, parce qu'il y a énormément de jeux hyper quali.
Et donc aujourd'hui, si t'es pas nommé à l'As d'Or, c'est pas parce que t'es pas un bon jeu, c'est juste que t'es pas un des 3 derniers jeux selon un jury, en fait, 9 personnes qui composent le jury. Et de fait, pour nous, quand on a été nommé à l'As d'Or, ça a été une surprise d'une certaine façon, parce que oui, il y avait du lourd en face, vraiment, vraiment du lourd, d'autant qu'on savait pas dans quelle catégorie on pouvait être, parce que, mine de rien, c'est un jeu, les règles s'expliquent littéralement en 30 secondes parce qu'il n'y en a pas. En fait, tu mets les gens face au tableau et ils vont commencer à assembler. Puis la seule chose que tu as à leur dire, c'est il faut que ça soit logique, que ça soit un rectangle. Après, vous retournez, c'est fini. C'est un jeu qui a des règles hyper accessibles, mais dont la résolution peut être beaucoup plus initiée, ça c'est certain. Et donc, mais un truc qui est évident, c'est que quand on a été nommé, pour nous, on avait gagné en fait. Enfin, pas dans le sens où on avait gagné l'As d'Or, mais ça nous suffisait largement. C'est-à-dire qu'être nommé, c'était déjà un truc fabuleux. Et d'ailleurs, jusqu'à 15 minutes avant l'annonce de l'As d'Or, on disait à tout le monde, et en le pensant vraiment, ouais, on aimerait trop le gagner, mais on a déjà gagné. On s'en moque de l'avoir au final ou pas. Tu vois, on pensait que Harmony le gagnerait, et voilà. Et il y a juste quand on s'est assis dans cette salle avec ce gros timer qui se dit, allez, dans 25 minutes, ça commence. Et là, moi, je me suis assis, je me suis dit, oh, j'ai tellement envie de l'avoir. Et si je l'ai pas, je vais pleurer. Hein. Et si je l'ai pas, je vais râler. Hein. Je vais dire qu'ils sont tous nuls et tout, et qu'ils ont rien compris et tout. Alors, évidemment, c'était à moitié en blaguant, mais ouais, j'ai eu vraiment envie de l'avoir à ce moment-là, et on a été super heureux de l'avoir. C'était quelque chose de vraiment très chouette, et avoir un As d'Or. Alors oui, ça a un impact sur les ventes, je pense. Ça a un impact sur l'export, un impact assez fort, parce que du coup, tu fais partie des prix avec le Spiel qui ont une vraie aura internationale. Mais surtout, en fait, si ce n'est que sur le marché domestique, ça te légitimise en fait auprès des boutiques. Tu fais du bon boulot, entre guillemets. C'est pas parce que t'as pas d'As d'Or que tu fais pas du bon boulot, mais là, t'as un truc qui dit, oui, bien joué, vous avez fait du bon boulot, en fait. Et du coup, ça te met sur la carte des éditeurs qu'on va surveiller jusqu'à ce qu'ils fassent une merde. Ça remet un peu les compteurs à zéro, quelque part. C'est-à-dire que si tu t'es planté avant, on l'oublie un peu et on surveille la suite. Je crois pas. Non, okay. Ça nous fait réaliser qu'on était peu connus avant. Il y a plein de jeux qui ne marchent pas juste parce qu'ils n'arrivent pas en boutique. Ou alors parce qu'ils arrivent en trop petite quantité en boutique pour marcher. Il y a des très très bons jeux que tu retrouves déstockés 3 mois après. Pourquoi ? Parce que juste ils n'ont pas été au bon moment, au bon endroit, avec les bons jeux en face, etc. En fait, on a fait des jeux qui n'ont pas marché, ou alors qu'on marchait juste ce qu'on considérait qui devait marcher. Mais en vrai, le facteur joue aussi du fait que il faut que tu sois assez installé, entre guillemets, pour te donner un élan, en fait. Tu vois, pour t'installer auprès des boutiques. Les boutiques viennent nous voir aujourd'hui pour les festivals pro comme à Vichy ou à Cannes. Les boutiques viennent nous voir, c'est quoi le prochain kiff ? Avant Behind, soyons honnêtes, on avait plein de boutiques qui nous soutenaient et qui soutenaient certains de nos jeux, tu vois, par Foufoufou. Trax avait son lot de succès aussi, etc. Les Toits de Paris marchent quand même plutôt bien. L'Hippogramme avait un peu marqué certains esprits. Mais c'est ce qui me fait me dire, si un L'Hippogramme typiquement était sorti, ou même un Toit de Paris après Behind, ça serait un autre élan en fait. Vraiment. Et ça, je pense qu'on en a pris conscience à ce moment-là. On était là, on était connus, mais pas tant que ça, connus différemment. Évidemment, tu l'as dit déjà dans le proto, il y avait 5 tableaux, et puis vous, dans la première boîte, vous en faites 3. Vous avez, j'imagine, déjà en tête, au moment de la sortie de la première boîte, que si ça fonctionne, il y a tout à fait moyen de décliner le concept, de l'emmener plus loin. On a le modèle Unlock qui est arrivé avant, même si c'est pas tout à fait la même chose, ça crée aussi un précédent en termes d'offres, et ça permet aux gens de se repérer, et tu sais que si tu rentres dans ce sillon-là, personne va te tomber dessus en disant « Qu'est-ce que c'est que ces 3 scénarios qui sont pas rejouables ?» etc. Les gens savent que c'est tout à fait possible. Donc, j'imagine que vous aviez déjà un petit peu anticipé la potentielle sortie de Behind Purple. Behind Purple était acté. Au moment où on va sortir Behind, il y a 10 ans, je t'aurais dit, ce jeu est As d'Or, ce jeu est Spiel, on va en vendre des palettes. Là, aujourd'hui, à la veille de Behind, en plus de ça, comme c'est un jeu à surprise, comme c'est un jeu où on a créé une démo que grâce aussi à Asmodée, on a réussi à la diffuser dans toutes les boutiques, ou toutes les boutiques qui le demandaient, il y avait une démo qui arrivait qui permettait d'expliquer le concept tant aux ludicaires que à ses clients s'ils le voulaient, parce que ça ne prenait pas trop de place sur un comptoir, etc. Et ça te donnait un aperçu assez rapide de ce que proposait le jeu et dans son concept et dans sa finalité. Sans spoiler la boîte de base, on est arrivé à Vichy en ayant donné très peu de boîtes aux créateurs de contenu et à la presse ludique, en règle générale, tant influenceurs que créateurs de contenu que journalistes. Et on s'est vraiment, Kika particulièrement, s'est axé sur les boutiques, pour communiquer avec les boutiques, pour parler de cette démo, etc.
Et ça, on a vraiment accès là-dessus. C'est vrai que c'était très stressant parce qu'une semaine avant la sortie, il y avait Behind nulle part. Personne n'en parlait. Mais quand je dis personne, il était dans aucune tendance, etc. La veille de l'implantation, on n'en menait pas large parce qu'on connaît le potentiel du jeu, on sait que s'il est essayé, il va marcher. Mais aujourd'hui, c'est très difficile de surgir au milieu de tout ça, en fait. Et bon, ça s'est très très bien passé. Et avant même que, de toute façon, on s'était engagé, entre guillemets, humainement, avec Cédric, avec qui on s'entendait très bien. De toute façon, on fera une boîte 2, quoi qu'il se passe. Si le jeu ne marche vraiment pas, comme c'est un jeu qui est très lourd et assez cher à fabriquer, etc., on n'ira pas sur une boîte 3 si le jeu ne marche pas. Mais en tous les cas, la boîte 2 était sûre de sortir parce qu'il fallait lui donner une vraie chance. Et le jeu a très bien marché. La boîte 2 était prévue, était déjà en cours d'illustration au moment de la nomination à l'As d'Or. On savait que de toute façon, on allait sur une boîte 2. La boîte 3, là, au moment où on enregistre, elle est quasiment entièrement finie d'être illustrée et on prépare des petits formats, en fait, des petits formats shot où il y aura un seul tableau à l'intérieur, un peu comme les Unlock Adventure que tu peux retrouver en petit format, et qui ne seront pas des tableaux plus simples ou moins longs, c'est juste des tableaux qui ont des particularités qui nous permettent parce que beaucoup de gens nous font le retour, oh là là, c'est trop long d'attendre entre les deux boîtes. Et du coup, on s'est dit, tiens, on va leur donner une petite dose, un petit shot de Behind tous les 6 mois, et là voilà, on en a un qui sort en juin et un autre qui sort en octobre. Derrière chaque tableau de Behind, il y a une logique différente et une approche différente. Et là, ça nous permet de faire il y en a un en particulier, c'est vraiment un tableau qui peut pas être exportable en fait, parce qu'il ne marche qu'en France, parce que c'est une espèce de mot croisé, assez expert. Celui-là, il va bien remuer les méninges, et du coup, le format de le faire en shot, on sait que ça nous oblige pas, si on exporte une grosse boîte, on est obligé d'exporter tous les tableaux. Par exemple, dans Purple, il y a un poème. Honnêtement, les Allemands, ils ont dû se rendre fous pour le traduire. Voilà, donc là, ça nous permet d'essayer des trucs un peu à part, un peu à la marge des boîtes traditionnelles. Jusqu'où va aller Behind ? Jusqu'où savez-vous déjà que va aller Behind ? Au-delà de cette gamme de shorts, tu nous annonces que la 3e boîte est déjà en train d'être finalisée. Est-ce que vous avez déjà anticipé la suite ou est-ce que vous attendez un petit peu de voir ? La boîte 3 va sortir en novembre 2026, ça c'est sûr. La boîte 4, on a eu un aperçu à Cannes qui était génial. On a pris 1 heure avec Nico et Cédric pour aller tester un de ces tableaux. Il nous a mis à genoux, Nico et moi, parce qu'il était très fier, Cédric, parce qu'on était à 45 minutes et plus avec 5 indices. Pourtant, on en a fait un paquet avec Nico, donc normalement, on est plutôt pas trop mauvais. Là, il nous a bien mis à genoux, il a vraiment des twists, parce que là, il commence à créer des twists. Je veux pas du tout spoiler, mais déjà, la boîte 3 va amener des trucs en plus. Avec Unlock, on a vu que, sur base du concept de Cyril Demeg, on pouvait avoir d'autres auteurs qui s'appropriaient le jeu et qui faisaient d'autres scénarios, d'autres tableaux, etc. Là, le futur de Behind continue à être lancé, mais c'est toujours Cédric Millet, strictement Cédric Millet, aux manettes. Pour le moment, en gros, tant que Cédric est OK pour continuer, en gros, d'alimenter la gamme Behind, de toute façon, le jeu, c'est lui. Il y aura toujours son nom sur la boîte, peu importe qui travaille dessus à terme. En revanche, un sujet qu'on a déjà abordé avec lui, effectivement, dès le départ. C'est-à-dire qu'à la signature du proto, il avait déjà plus ou moins 12 tableaux d'avance, déjà bien avancés dans le dev. Il avait aussi des pitchs dispo en arrière-tâche. Tant qu'il veut travailler à ce rythme-là sur Behind, de toute façon, la question ne se pose pas. Par contre, effectivement, voilà, c'est le sujet qu'on a déjà abordé avec lui. Si demain, il veut se défaire un petit peu parce qu'il a besoin de prendre du recul, parce qu'il y a le petit syndrome de la page blanche qui arrive et qui peut potentiellement l'effrayer, on lui met un autre auteur en binôme ou une autre autrice, et puis ils travailleront main dans la main comme ça, ou alors chapeauté par Cédric s'il veut pas du tout s'impliquer dans le dev de ce jeu. Ça, c'est lui qui le décidera à ce moment-là. Mais oui, il y a déjà des auteurices qui se sont positionnés sur l'idée d'un projet ou qui ont en tout cas manifesté l'envie de travailler sur Behind, ce qui est assez logique. Ouais, on freine un peu ça. Enfin, on dit aux gens, ok, c'est cool, ça fait plaisir si vous voulez vous y essayer, il n'y a pas de problème, mais en clair, ne nous envoyez rien. On refuse les pitchs. Ouais, on refuse les pitchs, on refuse les tableaux pour une raison très simple. C'était Bruno Catala qui mettait ça aussi en place quand les gens lui envoyaient des versions d'extension un peu fan-made pour ses jeux, etc. Et des fois, il y a des agendas, c'est-à-dire que nous, voilà, comme on disait, dès la signature du contrat, Cédric avait déjà une douzaine de tableaux.
Si quelqu'un nous envoie un tableau et qu'on lui dit bah non, désolé, il nous intéresse pas, parce qu'en vrai, on a déjà ce tableau-là, et ça peut arriver, on n'a pas envie de se retrouver à devoir expliquer, mais non, mais ce tableau, on l'a pitché, machin, etc. Il y a tant de temps, on sait déjà qu'on le voulait. Et t'as pas envie que les gens se sentent lésés ou qu'il y ait un espèce de climat de méfiance qui se disent ah bah ils ont pris mon tableau, machin, et ils me. Voilà, sachant qu'on a déjà eu le cas un peu intrusif de quelqu'un qui nous a envoyé un pitch sans nous demander si c'était possible de le faire. Et en lisant le pitch, Cédric a dit oui mais en fait moi ça c'est un univers dans lequel j'ai déjà prévu d'aller, donc je veux pas lire. Je veux pas lire exactement ce qui est écrit parce que je veux pas être accusé de plagiat. Et ça peut être délicat hein, dans l'absolu. Ça peut être délicat. Ouais. Là, on accélère un petit peu parce que, comme on disait, oui, il y a la boîte 3 qui est en cours d'illustration. La boîte 4, il y en a un qu'on n'avait pas, qu'on vient d'essayer à Cannes. Mais on accélère avec les petits shots, tu vois, qu'on rend ce format-là dans lequel il y aura un tableau à chaque fois. Et le truc, en fait, c'est que forcément, en accélérant les tableaux, il y a un moment ou un autre, il risque de sec, comme on dit, quoi. Et pour l'instant, il ne l'est pas. Mais c'est vrai qu'en plus de ça, faut trouver des petits twists sur le matériel. Voilà, il y a tout cet aspect-là de surprendre encore les gens pour pas qu'ils rentrent dans une routine de c'est mon behind de plus ou quoi que ce soit. Il faut toujours essayer d'apporter quelque chose en plus. Et puis il y a aussi le facteur de toute façon majeur qui est que Cédric, il bosse à côté, quoi. Enfin, il a un boulot et c'est pas un petit boulot. C'est, je pense, très chronophage et énergivore. Donc Behind, c'est sur son temps libre en fait. C'est soir et week-end. Et c'est probablement, forcément, au détriment d'autres choses. Donc il y a un moment où peut-être aussi il aura juste envie de... Ouais, de partir sur son yacht, sur les îles. J'aimerais bien. J'aimerais bien aussi. Oui, ou alors, ça se voit un peu dans Unlock, il y en a certains qui en parlent, comme un peu d'un essoufflement. Hein. Je ne souhaite pas du tout ça à Behind, je ne dis pas qu'il va y arriver un jour, mais voilà, comme toute recette... à un moment, on peut, du point de vue créatif, éditorial, auctorial, se dire « Ah ben, on a toujours des nouvelles idées » et qu'il y a un essoufflement au niveau de la réception et du public, et que même si vous aviez des plans pour l'avenir, vous disiez « Ah ben, en fait, peut-être qu'on va un peu ralentir. » On va pas se mentir, on s'est tiré un peu la balle dans le pied. Sur chaque boîte, c'est écrit 3 logiques, 3 univers, 3 tableaux. Ça veut dire qu'on implique un tout petit peu qu'il y aura du renouvellement à chaque fois. Si on commence à être redondant sur les trucs, on se met la pression pour dire non, l'objectif c'est de vraiment apporter quelque chose. Alors après, des fois ça peut être tenu, ça peut être la bande dessinée de Martin par exemple, on peut reprendre le principe de la bande dessinée mais de façon très très différente. Après, on pourra pas retwister le monde, enfin quoi que même s'il arrive à faire des trucs qui sont assez étonnants. Il faut arriver à se maintenir et quitte à freiner effectivement dans le cas où tu commences à être redondant et parce que tu vas finalement lasser ton public, quoi. On l'a dit au départ, vous essayez de pas faire trop de sorties, et forcément les sorties de Behind, elles prennent de la place dans le calendrier. J'ai cru comprendre que vous étiez complet jusque fin 2027 dans votre calendrier de sortie. Behind prend de la place, comment est-ce que vous gérez ça ? Est-ce que vous arrivez toujours à laisser de la place aux autres projets ? Behind prend un créneau, ça c'est sûr. Déjà parce que c'est énormément de travail pour toute l'équipe et on veut continuer de faire les choses bien. Justement, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, mettre un point d'honneur à ce que ça s'essouffle pas. Et pour ça, il faut réfléchir, il faut brainstormer, il faut discuter des éventuels twists à venir, etc. Donc oui, c'est beaucoup de travail. Donc de toute façon, Behind, c'est un créneau. Les shots n'entrent pas vraiment en ligne de compte parce qu'ils sont développés en parallèle aussi de la boîte principale, on va dire. Si on veut s'en tenir à 2 sorties par an, effectivement, maintenant on a une sortie, un nouveau titre dans le catalogue par an. On a pris de l'avance quand même dans le dev parce qu'on a déjà finalisé quasiment la boîte 3, la boîte 4, elle est bien avancée. Elle est déjà bien avancée. Du coup, on va pouvoir se libérer du temps pour peut-être pour travailler sur un jeu supplémentaire. Il y a un moment où, oui, on met un point d'honneur à ne pas participer à cette surproduction en mettant trop de titres sur le marché, aussi lié au fait qu'on n'avait pas le temps de le faire, quoi qu'il en soit. D'un autre côté, si à un moment donné, on veut vivre de notre activité, il va peut-être falloir aller à 3 titres, 4 titres, 3 titres sur l'année. Parce qu'en fait, c'est aussi ça le truc, c'est que quand tu fais 2 jeux par an, s'il y en a un qui marche pas, ça a un impact assez solide sur la vie de ta boîte, en fait.
Donc d'autant plus si tu en as deux qui marchent pas, ou alors tu vois les années du Covid ou les trucs comme ça où on n'en sort pas du tout. Donc tant que t'as pas une énorme locomotive, et beaucoup d'éditeurs te diront qu'il faut avoir une locomotive assez forte pour pouvoir alimenter tranquillement tout au long de l'année, c'est pas systématique. Donc effectivement, là pour l'instant on est à 2 titres et ça nous va bien. Là, on a quand même essayé des jolies choses au Fige. De faire 2 jeux, c'est aussi une question de masse de travail. Mais bon, si on devait arriver à 3 et qu'on en a la capacité et de les défendre aussi bien que 2, on se ferme pas la porte non plus. C'est un jeu qui est très très mécanique et très froid, mais qui laisse vachement la place aux illustratrices et aux illustrateurs. Et ça, c'est un truc qu'on a assez peu abordé en parlant. Il y a 3 logiques, il y a 3 univers, mais c'est aussi 3 univers graphiques en fait. Et ça, c'est vrai que c'est un truc auquel on tient pas mal, tu vois, de montrer en fait les possibilités que le jeu a par rapport à ça. Ouais. Les derniers jeux qu'on a sortis avant Behind, c'est plus moi qui les illustre parce que j'aime l'idée d'être éditeur et pas illustrateur de nos jeux. Ça serait mélanger 2 choses et puis surtout, c'est pas forcément ce que je voulais en devenant éditeur avec les autres. Par contre, en revanche, Behind, je voulais en faire un. Behind, je trouve que le concept est beaucoup trop fort et beaucoup trop fou pour pas participer à ça. Je voulais être dedans. Donc pour la première boîte, j'y étais. La deuxième boîte, malheureusement, Cédric fait le tableau, le poème. Donc il y a le cahier, ça s'appelle le cahier d'exercice. C'est un poème d'un enfant. Donc à gauche, il y a le poème. À droite, il y a l'illustration de l'enfant. On a un garçon de 7 ans qui aime beaucoup dessiner. Et je me suis dit, go, je fais les illustrations et lui fait le dessin côté enfant. Du coup, on l'a fait tous les deux et c'était génial. Je me suis dit, allez, c'est mon dernier Behind, mais l'avantage, c'est surtout que là, la troisième boîte, donc ça sera Nayad, Eva da Silva, l'illustratrice d'Harmonise, et Ben Renault, l'illustrateur de Miams, qui vont faire la boîte 3. Ça va être canon. On a un beau générique, pour avoir vu les tableaux, c'est plutôt joli. C'est très beau. Et en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est que c'est un jeu, on en a beaucoup discuté avec Cédric, c'est un jeu qui laisse une énorme part à l'illustration. C'est-à-dire que un recto de Behind à illustrer, c'est un enfer, c'est que de la contrainte. En clair, c'est presque... Je simplifie et je schématise à propos, on décalquerait le prototype de Cédric pour le rendre un peu joli, en sachant qu'il y a une limite au joli dans la réalisation d'un recto avec Behind. Et après, le verso, c'est un moment de libération. C'est un moment où l'illustratrice ou l'illustrateur va pouvoir faire ce qu'il veut. En l'occurrence, sur Purple, typiquement, c'est la seule fois où j'ai demandé à une illustratrice ou un illustrateur de le refaire. C'est celui de Mélodie Leblond. Mélo a un tableau, le repas, qui pour moi raconte quelque chose que Cédric n'avait absolument pas conscience. Et quand Mélo m'envoie le verso, je trouve ça génial. Alors je peux pas le dire là aujourd'hui parce que ça spoilerait celui qu'on a aujourd'hui. C'est un tableau qui, suivant comment on le regarde, peut être assez dur, voire triste, voire un peu sombre. Et en fait, Mélo l'a pris comme ça et elle l'a interprété sur le fond. Alors, le verso, moi, et ça donnait lieu à une conversation avec Cédric qui a duré 1 heure sur la maladie, la mort, les angoisses, les machins, les trucs comme ça. C'était passionnant. Mais comme il dit, je suis pas sûr d'avoir envie de ça sur le verso de mon tableau. J'aimerais bien que ça soit un peu gai. Et je dis oui, alors, ok. Et on s'est tous mis d'accord sur le fait qu'effectivement... Mais la lecture était vraiment intéressante et ça donnait lieu vraiment à une interprétation de son tableau qui était passionnante. C'était vraiment 3 contre 3. Il y avait Mélo, toi et moi qui avions cette lecture vraiment un peu angoissante, oppressante de ce tableau. Ouais. Et puis Cédric, Gwen et Nico qui voyaient presque pas où on voulait en venir jusqu'à ce que nous, on pose des mots dessus et on dise « Ah punaise, mais... » Ah oui, si tu le prends comme ça, oui. Et c'est super intéressant parce que du coup, tu as une interprétation artistique derrière et c'est ça qu'on va essayer de le garder un maximum. Dès que le tableau raconte un peu quelque chose dans son recto, il faut le reproduire au verso en fait. Là, par exemple, Crocota m'a fait le premier tableau de Purple. C'est une machine infernale, c'est-à-dire c'est le fameux jeu vidéo où tu as une boule qui arrive il faut la faire arriver à un autre endroit, elle arrive, elle tombe et il faut la faire arriver avec des engrenages, des machins, etc. Eux ont eu un tableau qui raconte rien en fait. En vrai, le recto, c'est une machine à résoudre, donc elle raconte rien et donc évidemment le verso, l'image est super cool mais elle raconte pas grand-chose. Mais dès que tu peux avoir un début de narration ou arriver à creuser quelque chose, ça laisse une belle place aux illustrations, c'est chouette. Aujourd'hui, c'est chouette d'avoir un jeu où la mécanique est vraiment prépondérante, mais qu'elle s'harmonise aussi bien avec les illustrations. On arrive maintenant en 2025, où il y a eu Behind Purple, dont on a déjà parlé, mais il y a aussi Miams, dont j'ai déjà pas mal parlé sur la chaîne, pour dire tout le bien que j'en pensais, en particulier sa version numérique, qui donne, je trouve, une autre dimension au jeu. Miams, c'est ce jeu de Jules Messot, illustré avec talent par Ben Renault, un jeu de Yams, 2D, mais qui vient... à la base, Jules Messot l'a dit publiquement,
de sa pratique de Balatro. Donc du roguelike, Balatro qui est ce roguelike qui lui-même se base sur le poker et qui va nous permettre de twister nos mains de poker ou la façon dont elles nous donnent des revenus et où on va monter en puissance au fil de la partie. Et Miams, c'est ça, mais avec un Yams. C'est l'idée de booster le Yams aux hormones, et c'est vraiment un jeu qui a une construction de moteur et qui, je le raconte dans la partie commentée de Miams, après plus de 100 parties, j'ai dû me rendre à l'évidence, c'est beaucoup moins un jeu de chance qu'on ne le pense, parce qu'il y a une notion très stratégique dans l'acquisition des pouvoirs, dans le blocage de l'adversaire, surtout si on y joue à deux et qu'on peut vraiment anticiper ce que va faire notre adversaire, ce qu'il va pouvoir acheter, dans la façon de profiter à fond d'une ligne, dans la façon de prendre des risques ou non sur ces fameuses croix qui vont énormément nous handicaper si on les a sur notre tirage, parce qu'elles vont permettre à notre adversaire d'avancer. Évidemment, dans un jeu de construction de moteur, on ne veut pas ça. Quand tu as vu le proto de Miams, déjà toi, je sais que tu joues un peu aux jeux vidéo, est-ce que tu connaissais Balatro? Est-ce que Jules Messot t'en parle en ces termes-là? Et est-ce que tu vois tout de suite à quel point, certes, on peut le marketer, on peut en parler comme d'un jeu fun, jouable à 5, etc. Moi, c'est comme ça que je l'ai découvert à Paris et Ludique en salon, mais on peut aussi voir un gros potentiel stratégique de réflexion, mais ça, c'est permis aussi par l'adaptation Board Game Arena que va en faire Nico Normandon ensuite. En fait, déjà, Miams, ça a failli être un rendez-vous ultra manqué. On est à l'été donc 2024, je crois. Ouais, c'est l'été 2024. On est au sommet des jeux organisé par un membre de jeu, Johan Levé, etc. Là, cette espèce de semaine de jeux de société un petit peu sympa dans les montagnes. C'est donc des appartements où il y a des salles de jeu. Tout le monde loge dans un grand hôtel en fait vacances dans une station de ski. Un premier étage est consacré au logement des gens et l'étage du dessus c'est que des appartements qui sont vidés. Il y a que des tables et des chaises et on joue. Et il y a des jeux à disposition, etc. Les éditeurs amènent leurs propres jeux. Enfin voilà, les auteurs amènent leurs protos, etc. Et à un moment, je rentre dans une salle et il y a Jules qui est en train de faire faire une partie de Miams à des gens. Et Jules me dit, j'aimerais bien te faire essayer ça. Et à ce moment-là, déjà, je suis un peu speed et je suis juste en découverte je passe, voir, voilà. Et je vois un roll and write, je vois un jeu à cocher. Et Miams n'est pas un jeu à cocher, c'est un jeu de Yams. Mais en vrai, je lui laisse aucune chance de me l'expliquer. Et je dis, non, bah là, pas maintenant, mais en plus, moi, tu sais, les jeux à cocher, mais c'est pas un jeu à cocher. Oui, mais là, j'ai pas le temps. Et je m'en vais un peu comme un gros sale. En fait, je cherchais du café et je voulais du café. Et voilà. Et j'ai failli rater Miams pour ça. Et heureusement, mais vraiment, vraiment heureusement, au Vichy suivant, donc un mois après, Jules me présente un proto qui deviendra Moustache chez Lumberjack, maintenant Kodama, avec Alexandre Aguilar. Et je leur dis, c'est un super bon jeu de pli. On avait déjà goûté au jeu de pli. Je lui dis, c'est un super bon jeu de pli. Je serai le premier à l'acheter quand il sortira. Mais nous, on l'éditera pas, mais c'est super bien. Et je suis très heureux que Moustache ait une très belle vie. Et je regrette peut-être de ne pas l'avoir fait, mais je suis pas sûr qu'on l'aurait fait aussi bien. Donc, quelque part. Et Jules me dit, bon, sinon, je sais que tu veux pas, mais... Et il me met Miams sur la table. Et Alexandre Aguilar, pote du coup de Jules, et qui est un mec super, dit, puis en plus, je vais vous démonter, je suis trop fort à Miams. Je fais, allez, vas-y, allez. Ok, on fait une petite partie, montre-moi. Et Jules m'explique le jeu. Le titre était trouvé par Mélodie Leblond, et qui est la chercheuse officielle de titres de maintenant tout le milieu de jeux de société, parce qu'elle a les meilleurs titres. Et comme elle bossait avec Jules Messot sur Panorama, je pense que c'est elle qui lui a trouvé le nom du proto. Parce que c'est un Yams, avec des fruits. Mais ça marche trop bien. Et en fait, je joue, et en fait, en vrai, je trouve ça trop bien. Je crois que je verbalise pas et ne réalise pas à quel point il y a un feeling proche de Balatro. Parce qu'à ce moment-là, la conception du jeu fait qu'il y a plusieurs cartes qui ont le même pouvoir. Déclinées, tu sais, par fruit, par machin, etc. Mais il y a pas mal de redondance de cartes. On parlait de Cédric Millet, avec qui on s'est très bien entendu. Jules fait partie de ces personnes avec qui on s'est très très bien entendu aussi. Et où il y a un truc, il y a un moteur qui se met en marche, sans mauvais jeu de mots, il y a un moteur qui se met en marche quand tu commences à bosser sur le projet. Et ça s'est incroyablement bien passé avec Jules, aussi parce que Jules est passionné de jeux vidéo. J'ai dit à Nico et à Gwen, ça c'est vraiment bien, on leur a envoyé le proto, ils l'ont joué, ils ont dit c'est vrai que c'est vraiment bien. Du coup on a fait un premier call avec Jules, et en fait Jules et Nico parlent le même langage. C'est-à-dire que Jules a de suite dit à Nico, moi ce que je veux c'est que le lancer de dés soit une émotion. Et ça chez Nico ça allume toutes les lumières du bonheur.
il est trop content. Et Nico lui dit, ouais, mais alors là, le problème, c'est qu'on a un peu des cartes pareilles. Ah oui, mais t'inquiète, il serait bien, on va faire que des cartes différentes. Et allez, bim, c'était parti. Donc là, Nico a codé une application en 24 heures qui nous a permis de tester toutes les cartes. On pouvait mettre les cartes directement dans l'appli, tester les règles dans l'appli, etc. Et ça, pour Jules, ça a été vraiment un développement. Ça a duré bien 6 mois, je pense, de réglage. Et oui, là, effectivement, on verbalisait le côté balatro. C'est-à-dire ce côté bonus un peu absurde. Là, tous les curseurs étaient... Il y avait une carte qui disait, la fameuse carte des 6 symboles pareils, t'as gagné. On a dit non. Alors ça, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de faire ce genre de choses? Tu gagnes 10 étoiles, donc c'est quand même difficile à rattraper. Mais oui, c'est peut-être vécu moins violemment que s'il était écrit. Surtout si tu le doubles avec tes cartes jaunes x2, etc. Mais ce qui est très rigolo, c'est ça, c'est que assez rapidement... Je pense que Miam, c'est un des jeux auxquels j'ai le plus joué presque dans ma vie, parce que le fait d'y jouer sur l'appli faite par Nico, puis après sur BGA pour le tester, etc., on a enchaîné un nombre de parties de ce jeu qui est hallucinant. On est très, 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 très heureux et très, très fiers du résultat, c'est-à-dire de ces fameuses combos, de cette méta qui se crée du jeu et qui nous dépasse largement maintenant. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup joué à la version BGA quand elle était en bêta privée d'abord, puis bêta publique, etc. Là, j'ai voulu refaire une partie récemment. Ah ouais, d'accord, c'est plus le même jeu. Là, ça te dépasse largement. C'est un peu comme Mr. Jack à l'époque, c'est-à-dire que les gens ont un niveau, tu les vois, puis tu les vois venir. Le mec, il prend pas de carte, tu dis, ah, toi, tu vas me faire du mal. Toi, tu vas vraiment faire du mal, t'as pas du tout envie d'en lâcher une, et j'adore ça. Et c'est cool quand ça a cette dimension où le jeu te dépasse un peu, qui prend sa propre vie, etc. Les gens se retrouvent, comme moi je l'ai fait, à faire des tier lists, et Jules Messo m'a dit, j'aurais pas fait du tout la même, etc. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de voir, on en a déjà un petit peu parlé, mais évidemment, quand tu sors un jeu, il se diffuse autrement, et quand il a vraiment un potentiel et un succès, c'est aussi que les autres se le réapproprient, et c'est là où tu dois avoir un peu un vertige en tant qu'éditeur. On a déjà entendu ça avec le cinéma, etc. Les réalisateurs qui sortent un film et disent mon film ne m'appartient plus. Là, il y a la même chose. Et quand tu mets à l'échelle mondiale de Board Game Arena, où on sait qu'il y a certains acharnés, effectivement, on passe un cap encore supplémentaire. Jules et Nico, il y a vraiment... Alors moi, j'assistais à des conversations, ils ont tous les deux l'esprit matheux, moi, je comprenais plus rien de ce qu'ils parlaient, alors je dodelinais de la tête, poliment et respectueusement. Quand j'ai mis Ben Renault dans l'affaire, c'était une autre dimension, parce que du coup, j'avais envie d'une DA qui dénote un peu. C'est difficile, parce que c'est un jeu... c'est quand même, ça reste un jeu qui est inspiré du Yams en fait. Et tu te dis, il faut que ça soit un peu rock'n'roll, il faut que ça soit un peu fou, il faut que ça soit. Et la DA de Miams sur le coup, j'ai proposé à Ben Renault, donc je lui dis comment je voyais le truc. Il nous a fait 3 propositions, je les ai montrées à Jules parce que Jules est très intéressé par ce genre de choses aussi, donc on a beaucoup échangé là-dessus. On en est arrivé à la DA de Miams, qui nous plaît beaucoup et surtout qui a eu l'effet qu'on espérait, c'est-à-dire qu'il y a eu des boutiques à Vichy qui. J'ai une personne qui tient une boutique qui regarde la boîte et qui fait oh, « Je déteste la boîte ». Je fais « Ok, ça va super bien se voir dans le magasin ». C'est cool. Moi, c'était quelque chose auquel j'aspirais et qui existe depuis longtemps dans le jeu de société, au moins en France, mais la DA doit avoir un impact forcément sur le truc, en fait. Tu dois... Elle doit être clivante, en fait. Doit être clivante. Ouais, inévitablement. Miams, c'est un beau succès, je crois le comprendre. Pas de sélection à l'As d'or, etc. Mais on est déçus, ils nous ont déçus. Hein, mais un jeu qui fonctionne beaucoup plus que correctement et qui va avoir plusieurs tirages, non ? On en est déjà au 2e. Le premier ayant eu un instant très court de sa vie, parce que pourtant on pensait avoir été y être allé assez correctement. Il s'est avéré que le succès a été plus rapide que prévu. On avait fait un premier tirage à 8000 exemplaires et les 8000 exemplaires ont tenu 2 semaines. On voulait être prudent. C'est tombé à un moment où, quand on a voulu relancer, ça a fait qu'on a loupé le Noël. On était très très déçus et pas mal de gens étaient déçus autour de nous. Là, le 2e tirage est arrivé juste avant Cannes. Et en vrai, on a fait un plus gros tirage que le tirage initial et à nouveau, je pense que ça va pas tenir très très longtemps. On avait un peu peur, on a voulu être prudent, mais c'est un peu ça, c'est un truc que tu apprends quand tu es jeune éditeur. C'est le fameux retirage de plus ou de trop. Ah bah oui, on a vu là dans la rétrospective que ça vous est arrivé plusieurs fois, donc ouais, chaque chaudé craint l'eau froide. Ouais, c'est très très difficile à juger, d'autant le marché aujourd'hui en fait. Il s'avère que Miams a eu un beau succès en public que critique,
qu'il a pris une jolie place, que son arrivée sur Board Game Arena nous a permis de maintenir un petit peu la hype autour de ça. L'engouement est encore là. Et quand il est revenu en février en boutique, l'engouement était encore là. Donc du coup, on lance un 3e tirage qui là, normalement, devrait... On n'espère pas être celui de trop, mais qui nous permettra de tenir plus longtemps. Tous les voyants sont un peu ouverts autour du jeu, c'est-à-dire qu'il plaît, il fait parler, les gens se l'accaparent, donc il y a vraiment un petit truc dessus, quoi. C'est un jeu qui se prête bien aux extensions. Est-ce que vous réfléchissez à une extension, peut-être, avec son auteur ? Alors c'est rigolo. Là, pour l'instant, on n'a pas parlé avec Jules, on a mangé avec Jules, on s'est fait notre repas équipe Miams à Cannes, parce qu'on aime bien être dans des petits... de se retrouver un peu entre nous, donc on a fait Behind, là on a fait Miams après, etc. On se retrouve dans des petits groupes, on est content, on peut se parler, on est posé. On peut faire des extensions de Miams, je pense. Alors peut-être que Jules et Nico en ont parlé entre eux, ou au moins de manière assez informelle. On n'a jamais abordé le sujet directement. Peut-être d'abord parce qu'on s'est retrouvé en rupture assez longtemps, mais évidemment c'est un jeu qui se prête énormément à des petits boosters de cartes, à des nouvelles cartes, etc. Après c'est toujours pareil, ça sera pas des trucs un peu à la manière d'un fou, c'est beaucoup plus complexe que ce qui n'y paraît. C'est-à-dire que c'est régler une carte de Miams, sans casser toute la dynamique, c'est un taf de maboule, mais vraiment de maboule, que Nico et Jules ont fait avec et là je parle vraiment très objectivement, c'est-à-dire ils ont fait un taf de ouf, quoi. C'est-à-dire que les cartes apportent vraiment des sensations, des émotions, et elles sont réglées aux petits oignons. Oui, il y en a qui peuvent être... Oui, on peut faire des tier lists, c'est normal, mais globalement, j'ai envie d'acheter toutes les cartes parce qu'elles sont toutes ok en fait. Elles te permettront toutes d'avancer dans ton moteur en fait. C'est juste qu'il y en a qui sont plus situationnels que d'autres, etc. Exactement. Voilà. Mais ouais, je comprends que ça soit pas un réflexe aussi de faire une extension parce que vous n'avez pas encore fait en fait. Vous avez fait des boîtes standalone de foufoufou, de Behind, etc. Mais vous n'avez pas encore fait d'extension 100% qui nécessite d'avoir le jeu de base, etc. On a fait un petit booster. On a fait un petit booster pour les Toits de Paris, qui est passé assez inaperçu malheureusement, mais encore une fois, c'est tombé dans le moment où, d'abord les boosters c'est quand même particulier, hein, il faut savoir communiquer dessus, et je pense qu'il faut le faire pour des jeux qui sont vraiment très très installés et très forts, etc. Et en plus de ça, qui était vraiment pris dans le moment où ça commençait à parler de Behind en arrivance, et du coup je pense que ça a été noyé un peu là-dedans, quoi. Okay. Avec un peu de chance, BGA va pouvoir permettre l'arrivée des Toits de Paris sur BGA peut permettre aussi de relancer ça, quoi. Mais oui, on n'a jamais fait d'extension dans le vrai sens du terme. On le fera si on juge que c'est bien, mais il faudra vraiment que ça soit bien, parce que je n'édanature pas un jeu, tu vois, j'ai pas du tout envie de rajouter du contenu pour rajouter du contenu, en fait, ça n'a pas de sens, je pense. Tu vois, par exemple, c'est un truc, même je le reconnais, on n'aurait peut-être pas dû le mettre de 2 à 5. On aurait dû faire un 2-4, en fait. Tu vois, 2 à 5, c'est une expérience qui est un peu pénible pour les gens. Tu vois, elle est plus longue, surtout sur une première partie. C'est tout plein de petits paramètres. Et on est très, très fiers de ce Miams. Et là, là, on fait un gros tirage parce qu'effectivement, je pense que nous, on suit quand même pas mal les recos d'Asmodée. Et les recos d'Asmodée, pour le premier tirage comme pour le deuxième, elles se sont faites plus en réaction. Tu vois, le deuxième tirage s'est fait plus en réaction. Et là, on s'aperçoit que c'est ridicule en fait, ça tiendra pas très longtemps en fait. Et comme on disait tout à l'heure, avec ce qui se passe dans le monde, là les réassorts vont être tellement compliqués. Ouais, faut anticiper. On a fini 2025, vous n'avez pas encore eu de sortie 2026, on va maintenant évoquer 2026 et au-delà, et le futur. En 2026, il y aura donc une 3e boîte de Behind, mais il y aura aussi un jeu de Thomas Favrelière que vous avez annoncé récemment. Journey Horizon, donc jeu de Thomas Favrelière, illustré par les Crocotam, et qui arrive fin septembre 2026, si tout va bien. Je rajoute toujours si tout va bien. C'est bien. C'est important de mettre tout va bien. Miams, c'était à peu près la même fenêtre de sortie, il me semble, autour de septembre. C'est quelque chose de récurrent, ça, en lien avec des événements, pour que ça soit déjà installé, éprouvé quand on arrive à Essen, qui n'est pas votre cœur de cible non plus, ou comment vous réfléchissez à ça? Essen, c'est pas une fenêtre de sortie qu'on envisage à notre stade de développement de la maison d'édition, déjà parce qu'on ne fait pas des tirages énormes. Et qu'il y a énormément de sorties sur cette fenêtre-là et qu'on veut éviter d'être noyé dans la masse. Si on sait ce qui va sortir en face de nous chez Asmodée, on ne sait pas forcément ce qui se passe chez les autres distributeurs, donc c'est difficile de jauger ça. Fin septembre, c'est une fenêtre de sortie qui est confortable pour nous,
parce qu'elle suit le salon pro de Vichy, qui est un moment clé de l'année, parce que ça nous permet de rencontrer les boutiques, de jauger un peu de leur enthousiasme autour du jeu, et surtout de parler d'un jeu qui est presque là. Donc c'est pour ça aussi qu'au départ, on s'est positionné sur cette fenêtre de sortie-là, et puis intuitivement, très logiquement, ça s'installe comme ça dans le planning, c'est-à-dire qu'il y a un jeu qui sort à ce moment-là de l'année, comme derrière, il nous faut une année pour finir le dev d'un jeu en cours, les illustrations, etc. Du coup, ça s'installe comme ça de façon très automatique. Idéalement, tant pour Miams que pour Journée, c'est des jeux qu'on aurait adoré sortir avant l'été en fait. On avait toute une campagne de com prête pour Miams parce qu'on était prêt à faire des festivals avec des appareils à smoothie, des jus de fruits et tout de ouf, c'était parfait. Et Journée, pareil, se positionnait très très bien sur un jeu avant vacances. Alors le problème de ça, c'est que la fenêtre de sortie où tu peux accéder aux boutiques, où tu peux être en communication avec elles et où tu peux assurer la bonne vie, elle est un peu compliquée parce que le dernier festival où les boutiques se rendent de manière journée pro, ça reste quand même Cannes, donc c'est en février, donc c'est difficile de maintenir l'attention et l'intérêt pour un jeu de février à juin. Quand tu peux potentiellement sortir le jeu. Et parce qu'en vrai, c'est vrai qu'on peut faire la sortie en juin, mais on va être un peu trop ric-rac et on veut pas faire du ric-rac. On va essayer de faire ça au plus confortable possible. Et donc, du coup, ça arrive du coup en septembre. Journée, c'est un jeu qu'on a découvert à Vichy. Parce qu'encore une fois, Vichy, ça a un vrai avantage, c'est que c'est un salon qui est dédié que pour les pros, donc c'est un vrai salon, c'est pas un festival. Donc tu vas rencontrer les éditeurs, les auteurs, les distributeurs et les boutiques dans un endroit assez clos et à un rythme moins soutenu que peut l'être un Cannes, par exemple, en tous les cas en ce qui nous concerne, parce qu'on va voir défiler les gens, etc. Et ça nous permet de tester des protos dans des conditions assez correctes, en fait. Et Thomas nous montre ce jeu, on y joue à 3, donc avec lui, Kika et moi, et la partie dure 15 minutes, on dit, vas-y, on en fait une petite deuxième. C'est un jeu de draft, en fait, tu te retrouves, tu as 3 cartes en main, et tu vas construire un tableau de 9 cartes. Alors à l'époque c'était 8, mais maintenant c'est 9 cartes, en ligne. Et en fait tu as donc un petit système de draft, donc tu as 3 cartes en main, tu en donnes 2 à ton voisin de gauche, donc tu en reçois 2 de ton voisin de droite, tu as à nouveau 3 cartes en main. Sur ces 3 cartes, tu vas en choisir une que tu vas redonner à ton voisin de gauche, donc en recevoir une autre. Et sur ces 3-là, tu vas en défausser une et tu vas en jouer 2. Sur chaque carte, tu vas avoir un système de scoring en fait en bas des cartes qui vont par paire. C'est-à-dire qu'en bas à gauche d'une carte, tu as une façon de scorer. Et en bas à droite de l'autre carte, tu vas avoir le montant du score, en fait. Donc, en associant tes cartes et en les posant soit à droite, soit à gauche, et suivant l'ordre dans lequel tu joues, tu vas plus ou moins scorer. Ça se joue en 4 manches, et tu poses en tout 8 cartes. Et en fait, c'est un jeu, quand on est rentré avec le proto avec Kika, le week-end suivant, on en faisait 22 parties dans le week-end, à coup de 10 minutes la partie, bim bam boum, on refait, et c'est devenu addictif. Du coup, on l'a montré à Gwen et Nico. Un peu pareil, ils ont eu ce côté, ah bah oui, en fait, ça se joue vite, c'est accessible, c'est cool. Et à partir de là, quand on s'est lancé sur le projet, un jour, je vois le book de Crocotam qu'on connaissait parce qu'on avait bossé sur Behind Purple avec eux. Et dans le book, qui est littéralement un vrai livre, c'est très rigolo, c'est les illustratrices et les illustrateurs montrent leur book. Donc ça, c'est le book de Crocotam. Et c'est un vrai livre, avec leurs illustrations et leur travail. Et dans ce book-là, il y a des illustrations de paysages que seul Tam fait. C'est-à-dire, Crocotam, c'est Jérémy et Joël. Et Joël aime faire les décors directement à la couleur. Et je dis, mais ça, c'est pour de journée, en fait. On va raconter nos souvenirs de voyage. Je veux ça. Je lui fais essayer le jeu à Cannes. Elle essaye, elle dit, oh, je veux faire plein de décors. Et c'est parti là-dessus. Et ça va être un jeu. Comme je te disais tout à l'heure, je suis le directeur artistique le plus feignant du monde parce que j'aime bien ne rien avoir à faire. Là, j'ai rien à faire. Elle est incroyable. Elle fait un taf de ouf. C'est d'une beauté à s'arracher les yeux. C'est génial. Vraiment, c'est une fusée. Toutes les cartes seront différentes. Ça va être super beau. Je suis trop content. On a l'habitude dans le milieu ludique des tops en fin d'année, et puis un monde de jeu, ils ont un peu twisté le truc à l'envers, ils font un top des jeux les plus attendus. On avait déjà vu ça, mais ils en ont fait carrément un prix, une cérémonie, etc. Les Sabliers d'Or, et Erika Journey a été sélectionnée dans ce cadre-là. Oui, ils l'ont annoncé à Cannes, donc on est ravis. Donc c'est à la fois grisant et puis... Ouais, c'est grisant. Après, un jeu n'est pas fait pour plaire à tout le monde, donc il y en a toujours qui vont te dire, mais c'est beaucoup trop facile, c'est beaucoup trop familial presque, mais c'est pas grave. Bon, en tout cas, ça correspond très bien
au public visé. Voilà. Oui, à votre ADN, hein, vous faites pas du jeu expert, c'est pas du tout votre... Non, et ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera On pas. n'aurait pas les compétences. Bah, de toute façon. Nico et Gwen aussi plus peuvent être très clients de jeux experts, mais à éditer c'est un enfer, c'est un gouffre, et puis c'est une autre économie, hein, c'est tout simplement une autre économie. Donc là, en gros, on a bouclé 2026, on le sait, il y aura aussi des behind shots. Bien Ouais, Blue, alors, il y a le Behind, la 3e boîte de Behind, qui sera Behind Blue, qui sort en novembre. qui sort en novembre, dont on parlait tout à l'heure, et les 2 petits shots qui sortiront juin et octobre, Si tout va bien. si tout va bien. Et pour 2027, Et, j'imagine que c'est trop tôt pour en parler, mais vous avez déjà vos horizons, en tout cas. Il y a déjà un jeu Qui est signé. Oui, dont Nico et l'auteur On commence à ont développer. démarré le dev, ouais. Ouais. C'est ce qui sort un peu de notre zone de confort en termes de ligne éditoriale. Mais comme on n'a pas vraiment de ligne éditoriale attitrée et que juste on édite ce qu'on aime. Coup de cœur pour ce jeu qui sort de Boulogne d'ailleurs. Ouais, qui sort de Boulogne, Un mouvement et comme Behind, et Nico nous fait son débrief de Boulogne, et il nous dit, il y a ça. Mais c'est curieux ça. Je lui ai dit, pourquoi tu veux qu'on joue à ça? Bon, jamais on édite ça. Il me dit, il joue quand même. Je reçois le proto, et je vais à l'escalade un soir, je fais de la grimpe, et après la séance, on fait, autour d'une bière, on joue à des protos ou des jeux avec les copains de l'escalade. Et je fais essayer ça, et je fais 2 parties, et je fais, quand même, c'est très très bien. Et le lendemain, je rentre et je dis à Kika, là, c'est pas notre ADN. Je lui explique, je lui pitch le jeu, elle me dit, on fait ça nous? Je fais, joue-le, après on voit si on le fait, quoi. Ah là, il a posé le matériel sur la table, j'ai fait Ah ouais, c'était mal parti. vraiment? Et en vrai, bah, on s'est régalé et on a dit go. Mais On y a même fait jouer le petit Ouais. de 7 ans. pour vérifier si c'était aussi accessible que ce qu'on imaginait. Alors c'est pas, il joue à des jeux très avancés quand même pour son âge, je pense, parce Oui, puis qu'il est habitué, mais On l'aide à optimiser aussi. voilà. Mais c'est très chouette et ça sort vraiment de ce qu'on fait d'habitude, et il me tarde de pouvoir en parler. Plus là, c'est trop tôt pour en Bien parler sûr. parce qu'on n'a pas encore vraiment le thème et tout ça. Mais ça peut te plaire. Cool. Je suis en tout cas très très intrigué Du coup, par le mystère que vous laissez planer, mais c'est très bien. Pierrot, Erika, on va, comme la tradition le veut, on l'avait déjà fait pour la rétrospective Pierrot, tenter ensemble d'amorcer une conclusion. C'est le but des rétrospectives, en passant par tous les jeux dans l'ordre chronologique, même si vous êtes un éditeur indépendant encore relativement jeune, on est à 6-7 années d'existence, donc mine de rien, c'est pas rien, et on a un recul, et on peut essayer de voir un ADN commun entre les jeux. D'abord, il y a l'évidence, on vient d'en parler, c'est pas vous qui allez faire du jeu expert. Vous êtes là avant tout pour faire des jeux plutôt accessibles. On est sur du familial / initié comme avec Behind, mais où on l'a dit, l'initié ne vient pas du tout de la complexité des règles, il vient plutôt de la profondeur du concept, la manière dont il peut nous retourner le cerveau, etc. Mais donc, on le voit pour le meilleur et pour le pire, mais c'est l'idée d'avoir des jeux qui soient rapides dans la durée de partie, dans la manière d'être expliqués, etc. Il y a aussi, évidemment, la conjugaison de vos différentes expertises. On a commencé par ça, et les expertises, on l'a dit, c'est des compétences techniques, de l'expérience, le milieu de l'édition de la BD pour Erika, l'illustration pour Pierrot, le fait que vous connaissez toutes et tous le milieu du jeu, Gwen pour le côté garde-fou, vous l'avez dit plusieurs fois, qui, du coup, ça vous empêche pas d'aller parfois dans des projets complètement casse-gueule, complètement abracadabrant, mais au moins on sait où on va et on sait les différentes étapes par lesquelles on va devoir passer pour pouvoir se relever après et aller au bout de l'expérience. Et puis, bien sûr, la particularité de Nicolas avec ce goût pour le développement dans tous les sens du terme, le développement ludique où il va pousser un jeu dans ses retranchements à partir d'un proto, et puis le développement d'applications qui fait de manière éphémère, incisive, impulsive, parfois en une demi-heure, en une journée, etc., qui sont en fait des outils, qui sont plus des outils à la création. Alors le développement peut aller jusqu'à des adaptations publiques comme pour Board Game Arena, et on le dit, c'est en train d'arriver de plus en plus à vos jeux, mais qui sont aussi des outils de création en interne, qui sont une vraie spécificité, parce que tout le monde ne peut pas avoir ça, et donc ça, j'imagine que pour plutôt, là, ça se passe plutôt côté auteur-autrice, côté mécanique, bah forcément, ça vient créer
une ADN particulière et une spécificité de kiff édition qui permet d'aller vers des chemins qu'on n'aurait pas suivis avec des outils plus classiques, je pense. On reçoit beaucoup de propositions de prototypes d'auteurs et qui nous disent en préambule, on pense que ça collerait bien à votre ligne éditoriale. On est absolument incapable de définir une quelconque forme de ligne éditoriale, mis à part qu'on a kiffé des jeux en fait. Donc c'est toujours rigolo de reprendre avec un petit peu de recul le parcours qu'on a eu, etc. Oui, effectivement, il y a un truc qui reste et qui est souvent pour la blague et qu'on redit souvent, c'est oui, on a un ICO. Avoir un ICO, c'est pas n'importe quoi. C'est un argument fort, c'est un argument marquant et c'est un argument que tout le monde nous envie. C'est la classe à Dallas, on a un ICO. C'est arriver avec des spécificités et puis essayer de les tourner un peu à ton avantage et de continuer à avancer sur des trucs et puis de pas se mettre de barrières en fait. Tu vois, si on se mettait des barrières, on n'aurait jamais fait un behind, on n'aurait jamais fait un track. Je regretterais vachement de ne pas les avoir fait, quel que soit le destin que les gens ont eu, quoi. Je pense qu'il y a un truc qui se voit, c'est que vous n'avez pas peur de vous planter, pour le meilleur et pour le pire. Parce que, mais en l'occurrence, oui, c'est un peu ça aussi. C'est parce qu'on n'imagine pas aussi qu'on peut se planter, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on signe un jeu, mais c'est qu'on y croit. C'est le meilleur jeu du monde. Mais oui, on est persuadé. Même ceux qui sont impitchables. Tu vois, Stop Me Orlen Migo, c'était le meilleur jeu du monde. Bah, on savait pas le pitcher, mais c'était le meilleur jeu du monde. Bah, c'est une forme de naïveté, puis c'est aussi une forme d'engagement. Un petit côté, je vais essayer de pas nous tirer une balle dans le pied non plus, mais un petit côté un peu influençable aussi par certaines personnes du milieu pour qui on a une forme d'admiration, peu importe sur quel volet de la personne en question. Mais où du coup... Mais je vais pas le dire. Mais où du coup, on va dire mais oui, t'as raison, ce jeu est extraordinaire. Mais je pense que ça c'est super humain. Et évidemment, quand on fait un jeu, c'est qu'on y croit et on n'imagine pas du tout que ça va foirer. Par contre, on sait que si on fourre sur tel ou tel jeu, ça aura tel ou tel impact. On sait très bien que si on fourre sur un Stop Me Orlen Migo, on va pas couler la boîte. Ouais. Ça va nous mettre en difficulté forcément avec 2 titres par an. Si on a un des deux qui marche pas, c'est un peu la cata, je te le cache pas. Mais aujourd'hui, il n'y a pas assez d'enjeux autour de la maison d'édition. On n'a pas de locaux, on n'a pas d'employés. C'est pour notre pomme, en fait, si ça tourne mal. Et on met personne en danger. Ouais, l'idée, c'est ça, en fait. On a cette liberté et on a cette liberté de création qui nous permet d'aller sur des projets un peu fous, en fait. Et quand on nous dit « Oui, mais ça, vous savez faire ?» J'ai mon petit frère qui m'a toujours expliqué une phrase, c'est quand on te pose la question est-ce que tu sais faire, dis toujours oui, après tu trouves des solutions. Et je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire que oui, on sait faire, de toute façon on saura faire, et puis au pire des cas on apprend à faire. On a un ICO. Voilà, puis on a un ICO. On n'a jamais dirigé de comédien, mais ça se fait. Ça se fait en s'entourant des bonnes personnes. Là en l'occurrence on avait l'ingé son qui lui avait déjà fait ce type. Le point de départ c'était tiens en fait on a une équipe complète, et puis en même temps... En essayant, vous vous êtes rendu compte que, ben oui, sur le papier, tous les rôles se dessinent, mais qu'il faut aller chercher des expertises aussi ailleurs, comme Alexis, le graphiste dont tu as parlé. Exactement. Mais Alexis est une des personnes les plus importantes pour Kif aujourd'hui. Hein. C'est un maillon essentiel. Ouais, c'est un maillon essentiel. Là, pour Behind, typiquement, on a besoin d'Alexis. Et Alexis est notre expert là-dessus, en fait. Il connaît tous les ressorts. Tout l'export repasse par Alexis à un moment ou à un autre. C'est-à-dire qu'on ne confie pas les fichiers sans passage par Alexis. Parce qu'il y a telle problématique dans la fabrication de ce jeu qu'il faut qu'il puisse donner. Et puis c'est un gars que je suis depuis très longtemps en qui j'ai une confiance. C'est un mec que j'aime à la folie. Et, donc il y a vraiment... Et puis il est incroyablement fort, quoi. Donc, moi, je l'aime pas trop, mais bon, il me supporte. Ouais, il est belle. C'est pour ça que tu dis ça. Un dernier aspect, c'est votre indépendance. C'est aussi ça qui permet ce genre de projet un peu fou. Alors indépendance, vous êtes distribué par Asmodée, et ça c'est un gros plus. Mais... il vous possède pas, vous avez votre liberté, et ça c'est important aussi, parce qu'on a pu le voir, avoir des gros rapprochements avec certaines grosses boîtes. On a vu des éditeurs comme Catch-Up qui se sont fait racheter par Hachette, je posais la question à Greux Games, etc. C'est un plus, évidemment, sur certains aspects, d'être acheté par une plus grosse boîte, mais ça va donner des interlocuteurs en plus, des contraintes en plus, et toute une série de stops potentiels à un projet supplémentaire. Ça vous donnerait peut-être, oui, plus d'opportunités, mais aussi beaucoup plus de contraintes. Ouais, je sais pas, on s'est jamais trop posé la question. Mais c'est surtout qu'on ne sait pas, parce qu'on ne vit pas cette situation. Si demain on nous faisait une proposition de rachat, je pense qu'on ne serait pas prêt dans nos têtes de toute façon. Parce qu'on aime bien l'idée de cette forme d'indépendance, mais on ne sait pas si l'herbe est plus verte
Non, mais parce dans que, d'autres conditions. et puis parce qu'on aime aussi ce qu'on fait, c'est-à-dire que là, on fait des trucs humains absolument géniaux. Enfin, c'est des rencontres avec des auteurs, des illustrateurs et des illustratrices, des autrices. Tu fais des rencontres, tu fais des projets. Ça fait toujours un peu cheesy de dire ça, mais c'est des vraies aventures cool en fait. C'est Et- des vrais trucs cool. Et si tu te retrouves au sein d'une grosse boîte comme un studio dépendant, enfin, un éditeur tiers dans une grosse boîte, que ce soit Asmodée, Hachette ou autre, hein, bah, forcément, on va te demander de continuer à faire ce que tu sais faire. Et comme nous, on apprend encore beaucoup et qu'on aime vérifier si on sait pas faire tel truc ou tel Oui, truc, vous savez pas et exactement du ce que coup, vous faites. ça serait un peu frustrant en fait. Ça serait un peu frustrant. Erika, Pierrot, merci beaucoup pour cette rétrospective Kiff Édition. On va suivre avec attention Journey et puis la suite de Behind. Merci beaucoup pour votre temps. À bientôt sur Rue du Jeu. Merci. Jouez bien par chez vous. Ciao, ciao. Ciao. La route Bisous. était si longue, on avait pu voir la ville capituler. Devant ces quelques décombres, on n'était jamais passé. On se sentait adulte, navigateur en terre inconnue. Dans ce brico-market, devant nous, les couleurs entassées. Derrière nous, une ère révolue.